ci enveloppe bind ci ginnaaw sa tur ak sa adresse yóbbu ko Satrec Yarax kilomètre 5 wala Satrec Mbao yéen ñi dëkk ci région yi ngeen yóbbu ko ci boutique Satrec bii leen gën a jege date limite dépôt yi le 8 octobre 2013 Vitale moo leen di ndokkeel ci tabaski bi ñuy jëm. Une belle journée après une belle journée. Parce que les bébés dorment mieux avec Pampers, la nouvelle couche Pampers a des barrières anti-fuite qui absorbent l'humidité et la gardent à l'intérieur. 5 fois plus que les couches en tissu. Pour que votre bébé reste sec toute la nuit et passe une bonne journée. La nouvelle Pampers a des barrières anti-fuite magiques. Pampers, nuit paisible, jours heureux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre la RTS et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information en journal que nous commençons par les titres. Coopération Sénégal-Québec, ouverture ce matin d'un forum économique avec plus d'une centaine d'investisseurs québécois à la recherche de partenaires sénégalais. Droits humains, la police sensibilisée, une initiative de l'Observatoire national des lieux de privation des libertés. La 40e promotion des élèves agents de police en a bénéficié. Le reportage du jour porte sur l'hivernage, particulièrement sur cette cohabitation difficile entre automobilistes et piétons. Ils se disputent la chaussée, seul moyen pour les piétons d'éviter d'être éclaboussés. C'est parti pour la 5e session d'enseignement en droits de l'homme organisée par l'Institut international des droits de l'homme de Strasbourg, soutenue par la Fondation Friedrich Naumann. Cette rencontre se tient pour la 5e fois au Sénégal, un choix judicieux car le Sénégal fait du respect des droits humains une priorité, nous dit Alioune Badara Kane. Dans les relations internationales, le respect des droits humains devient de plus en plus une exigence. Les défenseurs des droits de l'homme ont donc l'obligation de bien se former pour remplir leur mission, une cause noble qui place l'homme au centre de toutes les préoccupations. Nous avons raison de nous investir dans ce domaine, tant il est vrai que le droit international des droits de l'homme est construit en fonction et pour l'intérêt de l'individu. Cet individu, pourvoyeur d'idées et réservoir de talent, il aspire à exprimer une idéologie commune à l'humanité tout entière, dont le principe premier est celui de l'égalité de tous les hommes. Pour la 5e fois d'affilée, les défenseurs des droits de l'homme vont se perfectionner à Dakar, un honneur fait au Sénégal par l'Institut international des droits de l'homme de Strasbourg. Au Sénégal, les pouvoirs publics veulent inscrire le respect des droits humains au cœur de leur politique. Ma nomination à la suite de mon prédécesseur, l'actuel Premier ministre, Mme Aminata Touré, une autre militante des droits humains, traduit donc la priorité du gouvernement du Sénégal de fonder sa modernité sur une éthique de dignité et de liberté, laquelle est en définitive le lieu commun pour tous les textes internationaux ou nationaux en matière de droits humains. Assurément, les connaissances pertinentes qui seront acquises par les récipiendaires profiteront au développement des droits de l'homme en terre sénégalaise. Les conclusions de cette session de formation pourraient peut-être inspirer les autorités sénégalaises. Bientôt, le projet de réforme du Code de procédure pénale sera présenté au Parlement. Ce projet va combattre avec plus de vigueur la torture. Le respect des droits humains devrait être le credo de la 40e promotion des élèves agents de police. Ils ont bénéficié d'une formation en droits humains, formation organisée par l'Observatoire national des lieux de privation des libertés, Moussa Mané. S'instruire pour mieux servir, quoi de plus normal pour ces 376 élèves agents de police de la 40e promotion. Pendant 5 jours, magistrats, avocats, entre autres, vont leur dispenser des modules en droits humains pour mieux les préparer dans leur mission de police préventive et judiciaire. Les modules proposés, allant d'une étude générale des droits de l'homme à la responsabilité des agents d'exécution des lois, en passant par le respect des droits humains dans les opérations de police administrative,
constituent autant d'outils théoriques et pratiques qui armeront et avertiront les récipiendaires pour toujours. Il serait heureux que ce séminaire fasse tache d'huile dans les autres écoles de formation des forces de sécurité. Vous exercez une fonction noble et exaltante, celle de préserver la sécurité des personnes et des biens, mais dans le cadre de l'exercice de cette mission également, vous devez être les sentinelles du respect des droits humains. Le respect des droits humains est une garantie universelle qui protège les individus et groupes contre tout acte portant atteinte à leur liberté fondamentale. L'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme indique que tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. D'où le rôle fondamental que doit jouer la police. En effet, ces futurs agents de police, toute leur carrière durant, auront à accomplir ces missions, notamment à faire respecter et à respecter eux-mêmes les droits humains dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, quoi de plus normal alors que de leur apprendre, de leur faire comprendre la teneur de ces droits qui sont appelés demain à respecter et à faire respecter. C'est pourquoi, chers élèves, je vous demande de bien mesurer l'impact de cette formation dans votre future carrière de fonctionnaire de police, car le respect des droits humains devra être votre credo. À la fin de ce séminaire, les apprenants seront capables de comprendre que la police a principalement pour mission de protéger les droits humains, de connaître les comportements à adopter et ceux à bannir dans l'exercice de leur mission. Contribution du CODESRIA à la décolonisation des sciences sociales, c'est le thème de la conférence qui a réuni des chercheurs, des universitaires, des personnes de la société civile et des hommes politiques. Elle rentre dans le cadre des samedis économiques qui se tiennent tous les premiers samedis du mois. C'est une initiative de la Fondation Rosa Luxembourg, Omar Baldé. Plus de 50 ans après les indépendances, l'Afrique n'est toujours pas maître de son destin. Une situation qui inquiète le CODESRIA. Pour mettre un terme à cet état de fait, le Conseil pour le développement et la recherche en sciences sociales en Afrique plaide pour le rejet des schémas occidentaux. Ces combats-là, il fait partie du combat du développement, il fait partie du combat de la libération de nos sociétés et de notre continent. Et parce que toutes les politiques, qu'elles soient les politiques coloniales ou les politiques impérialistes ou d'autres politiques qui ont été menées en direction de l'Afrique et en direction du Sud, sont informés par des intellectuels qui sont censés savoir en fait ce qu'il faut. Produire le savoir en Afrique par les Africains et pour l'Afrique, c'est le combat du CODESRIA. Un combat pouvant être gagné au vu des résultats obtenus au Sénégal. Sur le terrain du savoir, et nous sommes très fiers de ce que nous voyons sortir du Sénégal. Et les grands intellectuels de ces pays-là ont été associés au CODESRIA dès le début. Et aujourd'hui, on les trouve partout. C'est un motif de satisfaction quand on voit ça. Parce que c'est des gens qui sont compétitifs sur le plan mondial, qui sont reconnus comme étant des sommités intellectuelles sur le plan mondial et qui ont évolué dans le CODESRIA. Et ça nous rend confiants par rapport à la qualité du travail que nous faisons. Créé en 1973, le CODESRIA s'est toujours battu pour la déconstruction de la pensée coloniale. Pour cette structure, les sciences sociales sont introduites en Afrique avec des préjugés et des conceptions négatives sur les sociétés autochtones. Relance de la coopération économique entre le Sénégal et le Québec. Plusieurs investisseurs et hommes d'affaires québécois vont intégrer l'espace économique sénégalais avec le financement de projets de développement. À cet effet, le premier bureau économique québécois en Afrique sera implanté au Sénégal. Plus de 10 accords de coopération économique vont être signés demain mardi. Révélation faite par le ministre québécois des Relations internationales, de la francophonie et des commerces extérieurs, reçu en début d'après-midi par le chef de l'État. Nous l'écoutons au micro de Pape Biram Biguédiaï. Nous voulions discuter d'abord de la relance des relations entre le Québec et le Sénégal, l'importante délégation que j'ai le plaisir de diriger avec 80 représentants d'entreprises, d'universités, d'institutions, d'organisations de coopération internationale. Donc je lui ai fait rapport du caractère fructueux des échanges déjà, du fait que demain nous allons annoncer une douzaine d'ententes entre des Québécois et des Sénégalais sur différents domaines. Le fait que aussi cette volonté que nous exprimons est celle d'être présent dans la durée. C'est-à-dire que demain nous allons inaugurer un bureau d'expansion Québec, donc d'expansion économique du Québec, ici à Dakar, non loin de l'Assemblée
l'Assemblée nationale pour permettre aux entreprises québécoises de venir trouver des partenaires et s'établir à demeure. C'est le premier de ces bureaux que nous ouvrons en Afrique et nous avons beaucoup d'ambition pour ce développement-là. Nous avons discuté de l'importance de participer avec le Sénégal à la formation des techniciens, à la professionnalisation des coopératives, aux questions d'habitation aussi. Évidemment, on a abordé des thèmes entourant le sommet de la francophonie qui se tiendra ici l'an prochain, les espoirs que nous avons, le contentement que nous exprimons face aux thèmes qui ont été choisis par nos amis sénégalais, la question des femmes, la question des jeunes, le virage économique de la francophonie. Nous sommes très, très intéressés à participer activement au succès de ce sommet. Les Sénégalais nous ont dit venez, devenez nos partenaires. Alors donc, moi j'ai fait cet appel auprès des Québécois qui ont répondu en grand nombre que oui, ils étaient disposés, prêts et très enthousiastes à venir. Et les rencontres que nous avons depuis notre arrivée dimanche matin sont toutes couronnées de succès. Et nous pensons que nous sommes à l'aube d'un développement très positif. Ces investisseurs québécois sont à Dakar dans le cadre du Forum économique Québec-Sénégal avec plus d'une centaine d'investisseurs québécois qui sont à la recherche de partenaires avec le Sénégal. Compte rendu de la cérémonie d'ouverture de ces rencontres avec Alassane Diédhiou. L'idée d'organiser ce forum économique est née il y a seulement 3 mois, lors du Forum international des Amériques tenu à Montréal. Aujourd'hui, avec un pragmatisme et une diligence remarquables, le gouvernement du Québec vient de poser un acte majeur. Sous ce rapport, la venue à Dakar de plus d'une centaine d'investisseurs québécois constitue un signal fort qu'apprécient particulièrement les autorités sénégalaises. En rappelant le contexte géopolitique et économique du continent africain, le ministre du Commerce, de l'Entrepreneuriat et du secteur informel s'est voulu optimiste. L'évolution démographique, la rapide urbanisation et une flambée prolongée des cours des produits de base ont aussi provoqué d'énormes changements dans le monde, offrant à l'Afrique des possibilités sans précédent de surmonter l'héritage du passé et d'émerger comme une puissance économique mondiale. Vous avez en face de vous une jeunesse africaine décomplexée qui a pris sa responsabilité de se prendre en charge. Avec le Québec, le Sénégal entretient une excellente coopération bilatérale. Toutefois, la balance commerciale est défavorable à notre pays. Une tendance, selon Alioune Sarr, qu'il faudra inverser. Il y a très peu d'échanges du Sénégal vers le Québec et même du Québec vers le Sénégal. Le Sénégal exporte que 500 000 $ vers le Québec. C'est extrêmement dérisoire. Le Québec exporte après 7 millions de $. C'est encore faible. Le Sénégal est une porte d'entrée vers un marché extrêmement important. Le marché de l'UEMOA, 80 millions de personnes. Le marché de la CEDEAO, 260 millions de personnes. Les relations commerciales entre l'Afrique et le Québec sont en constante progression, environ 26% des échanges. En débarquant à Dakar, à la recherche d'un partenariat avec les entreprises sénégalaises, les investisseurs québécois avaient des raisons précises. La région subsaharienne compte à ce jour 5 des 20 économies détenant la plus forte croissance économique du monde, avec un taux prévu de plus de 6% pour les années 2013-2014. Monsieur le ministre, nous sommes jaloux. Nous sommes jaloux. On a choisi Dakar comme point d'entrée, puisque c'est le point d'entrée de la présence québécoise en Afrique, de la présence québécoise en francophonie, et c'est le lieu de l'avenir de notre relation. Dans le but de fructifier les résultats issus de ce forum économique et d'assurer l'encadrement des investissements québécois au Sénégal, des mécanismes de suivi ont déjà été mis en place. C'est ainsi qu'un bureau économique appelé Bureau d'expansion installé à Dakar sera inauguré ce mardi 10 septembre 2013 par les ministres Alioune Sarr et Jean-François Lisée. Après un an de pause pour besoin d'évaluation, le programme national d'insémination artificielle va reprendre incessamment sur de nouvelles bases. Pour s'y préparer, les techniciens du ministère de l'Élevage et des Productions Animales viennent de subir une formation de 10 jours en insémination artificielle. Yorosar. Le Sénégal produit 22 millions de litres de lait par an. Cette production couvre à peine 30% des besoins nationaux. Aucun pays, pour des raisons de sécurité et de souveraineté alimentaire, ne saurait dépendre des importations pour nourrir sa population. Et c'est la raison pour laquelle des solutions pour booster nos productions doivent être pensées et appliquées pour inverser les tendances actuelles et produire à hauteur de nos besoins. Pour ce qui concerne la viande, les besoins sont couverts à 95%
grâce à une production de plus de 190 000 tonnes de produits carnés. Or, l'objectif du gouvernement à travers la création du département de l'élevage et de production animale est d'arriver rapidement à créer des emplois, générer des revenus et couvrir les besoins nationaux en protéines animales. Parmi les solutions envisagées, il y a l'amélioration génétique bovine, destinée à produire plus de viande et de lait. À cet effet, le programme national d'insémination artificielle, mis en berne faute de résultats probants, va bientôt redémarrer sur des bases plus saines. Et pour commencer, le Centre national d'amélioration génétique de Dara Djolof est entré en réflexion. Pour performer, 35 agents de l'élevage viennent de subir un recyclage de 10 jours en technique d'insémination artificielle. Le programme spécial d'insémination artificielle, pour porter ses fruits, doit s'intégrer en termes de stratégie à un ensemble plus vaste, prenant en compte l'alimentation du bétail, sa santé, son habitat, la gestion de l'exploitation de façon large. Des programmes ont été créés et leurs coordonnateurs nommés pour prendre en charge ces différentes questions. Désormais bien outillés pour gérer les questions de reproduction bovine, assurer l'encadrement technique des producteurs, conseiller en amélioration génétique, pratiquer l'insémination artificielle et assurer le suivi et la supervision des opérations de terrain, les 35 techniciens de l'élevage formés sont repartis chacun avec un kit complet d'insémination artificielle. Parlons à présent des dernières pluies qui ont fait des victimes dans la banlieue, notamment à Kermassar. Joseph-Edouard Benjamin Dior a perdu la vie après avoir été projeté par une décharge électrique. Reportage à Kermassar avec Louise Bidza. Nous pleurons Joseph-Edouard Dior parce qu'il était des nôtres. Silence de cathédrale au domicile familial de Joseph-Edouard Benjamin Dior. Ce week-end, l'homme âgé de 37 ans tentait d'évacuer les eaux de pluie qui envahissaient sa maison à l'aide d'une motopompe. Et comme l'électricité et l'eau ne font pas bon ménage, il a été projeté par une décharge électrique. La famille est sans voix. Joseph-Edouard, comme tous les habitants donc, de Kermassar, voulait évacuer donc, les eaux de pluie qui avaient envahi sa maison. Et malheureusement, il a reçu donc une décharge électrique qu'il a projetée sur le portail de la maison. Il est allé au niveau de Mbao, il décédait finalement. Une électrocution de trop, c'est l'avis des habitants de la cité des enseignants relatif à cet accident mortel. Les occupants de cette cité vivent déjà dans les conditions précaires avec les maisons et rues englouties par les eaux de pluie. L'eau est partout dans les maisons, dans les chambres, partout il y a de l'eau, partout il y a de l'eau. Partout il y a de l'eau, madame, partout. On demande que l'aide de l'État, une canalisation. La cité est dans le désarroi, l'indignation. Cet accident repose une fois de plus la lancinante question de l'habitation dans les zones inondables. Le promoteur nous a trompés. Le promoteur a remblayé de sable de dune la zone et nous a caché la véritable nature du site. Mais avec l'érosion, avec les eaux pluviales et autres, 20 ans, 23 ans après, eh bien, le site a révélé sa véritable nature. Ça veut dire donc que c'est un sol marécageux. Le promoteur nous a vendu ça, nous sommes venus habiter, c'est lui qui a construit. Il nous a donné le logement, mais on ne savait pas que c'était une zone inhabitable. Désemparés et désespérés, les habitants de la cité des enseignants de Kermassar pointent un doigt accusateur en direction du promoteur du site. À l'autorité, ils sollicitent une éventuelle canalisation afin que les populations puissent vivre en sécurité dans leur domicile. Et nous parlons de la cohabitation entre automobilistes, piétons, commerçants et autres tabliers en période d'hivernage. Une cohabitation difficile, vous allez le voir, les piétons ont du mal à traverser les trottoirs sans subir la furie des chauffeurs. Les commerçants, eux, tirent la sonnette d'alarme. Pour ces derniers, cette situation plombe leurs affaires. René Léon Fonseca. Des trottoirs complètement envahis par les eaux de pluie. Un décor peu reluisant qu'offre la rue 22 angle 21 de la Médina. Pour ces piétons, impossible de traverser sans avoir les pieds dans l'eau, ou pire encore, de subir la furie des automobilistes. Les automobilistes ne se préoccupent pas des piétons. C'est quand ils nous voient qu'ils en profitent pour accélérer. Chaque jour, nous vivons la même situation ici. Ce n'est vraiment pas normal.
Ce n'est pas normal. Moi qui vous parle, je n'ai plus de chaussures. En plus, ces eaux sont infestées de microbes. Comme ici, plusieurs quartiers de Dakar connaissent le même sort. Mais ceux qui souffrent le plus de cette situation, ce sont les commerçants et autres tabliers. Nous, c'est ici qu'on s'asseyait pour vendre nos marchandises. Mais avec ça, c'est impossible. Même nos clients hésitent à traverser pour venir acheter. Regardez, regardez. Les automobilistes conduisent n'importe comment. Ils nous blancent tout sur le visage. Ils en sont conscients. Les automobilistes sont pointés du doigt, des accusations que ces derniers bottent en touche. Ah non, on ne fait pas ça. Nous aussi, nous empruntons les trottoirs comme eux. On pense à eux quand nous conduisons. Mais ici, il y a beaucoup d'eau. L'urgence aujourd'hui pour ces piétons, commerçants et autres automobilistes, c'est de boucher les nids de poules et surtout de réhabiliter les canaux d'évacuation de ces eaux. Hivernage, cohabitation difficile entre piétons et automobilistes. Les plages ne sont plus seulement destinées aux baigneurs. De petits commerces se développent de plus en plus sur ces lieux. Divers produits sont proposés aux promeneurs, baigneurs ou tout simplement aux passionnés de la brise marine. Reportage de Côte-de-Seine. Poissons grillés, sandwich, confiture, boissons. La liste des produits proposés est loin d'être exhaustive. De la plage de la Bessayao à celle d'Angor, le petit commerce sur le sable blanc ne cesse de fleurir. En ces temps d'hivernage, la clientèle vacancière se fait rare. Malgré tout, le chiffre d'affaires est acceptable. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de clients. La plupart des vacanciers sont rentrés chez eux. Quand il pleut, on n'écoule pas bien notre marchandise, mais on s'en sort pas mal. La vente de poissons grillés occupe le haut de la carte du menu proposé à la plage. Une grillade très appréciée des clients, même si sur l'hygiène il y a à redire. Côté hygiène, j'aime pas trop. À mon avis, toutes les normes d'hygiène sont respectées. À côté du commerce de nourriture, il y a celui de maillots de bain, qui lui aussi est en plein essor. Quand les affaires sont bonnes, on peut avoir jusqu'à 100 000 francs de bénéfices. Et si c'est le cas contraire, on rentre seulement avec 50 000 francs. Vendre sur les plages est relativement rentable. L'activité aiguise des appétits et pas seulement des baigneurs, mais aussi de petits délinquants. Quelques cas d'agression ont été notés sur ces lieux qui demandent à être électrifiés. Parlons santé à présent. Les acteurs de la lutte contre le sida réunis à Sédhiou pour évaluer le plan d'élimination de la transmission du virus de la mère à l'enfant mis en œuvre dans les districts sanitaires de la région. Les différentes rencontres tenues ont permis de constater que malgré la vulnérabilité de la région de Sédhiou, la riposte donne des résultats. Hamidou Diop. Le taux de prévalence du VIH-Sida de 1,6% dans la région de Sédhiou est largement au-dessus de la moyenne nationale estimée à 0,7%. Cette situation en fait une zone particulièrement vulnérable, d'où la surveillance accrue des acteurs de la riposte, dont le Conseil national de lutte contre le sida. Le plan pour l'élimination de la transmission du virus de la mère à l'enfant mis en œuvre à Sédhiou connaît des résultats satisfaisants. Pour le pilier 1 qui constitue par rapport au dépistage des femmes enceintes, on a eu un résultat satisfaisant, de même que le pilier 2 par rapport à la prévalence contraceptive. On a eu à avoir un taux qui avoisine le taux qui nous a été assigné par le niveau national. L'accès aux postes de santé du fait de la distance qui sépare les femmes dépistées et séropositives des lieux de prise en charge est un des freins dans la riposte VIH. Conscientes de cette situation, les autorités médicales de la région ont décentralisé le dépistage. On a eu à décentraliser davantage le dépistage au niveau donc des structures pour que toute femme enceinte qui arrive dans une structure ou en stratégie avancée, à qui on propose donc le test, que le test puisse être fait déjà. Ça, c'est une avancée qu'on a eu à faire. Au premier semestre, le plan d'élimination a connu des performances et 40% des objectifs ont été atteints. Mais les défis sont là. Ils ont pour nom la disponibilité des médicaments dans certains districts sanitaires. Goudomp attend aussi un appareil d'évaluation du niveau d'infection.
Là, nous avons programmé vraiment d'ici la fin de l'année de les pourvoir cet appareil. Mais déjà, nous devons reconnaître que le ministère de la Santé a fait des efforts importants. De 3 sages-femmes, on est passé à 17 sages-femmes. Bon, donc maintenant, je pense qu'elle s'est engagée pour pouvoir donc, les districts sanitaires de Sédhiou et d'autres districts qui sont très affectés, donc de les pourvoir en sages-femmes. Cette rencontre de suivi du plan d'élimination de la transmission du virus de la mère à l'enfant avec les acteurs locaux de la lutte a été l'occasion de partager aussi le plan stratégique national contre le sida 2011-2015. Il a pour objectif de relever le défi de l'accès aux soins et à la prise en charge pour atteindre le 6e objectif du millénaire pour le développement. Madame Oulimata Diallo a été installée à la tête du comité régional des femmes de Dakar de la CNTS. La cérémonie a eu lieu ce samedi à la Bourse du Travail. L'occasion a été saisie pour débattre sur le thème « La syndicalisation des femmes » Mansour Sow. C'est dans cette ambiance que Rokhaya Diallo a été installée dans ses nouvelles fonctions. Elle préside le comité régional des femmes de Dakar de la CNTS. La nouvelle élue compte se battre pour rehausser l'image de la femme dans le mouvement syndical. Notre mandat devra se faire sous signe de la cohésion, de la solidarité et de la complémentarité pour faire en sorte que toutes les compétences vives et multiformes soient mobilisées dans une démarche inclusive pour préserver en toutes circonstances les intérêts bien compris des femmes travailleuses, mais aussi à l'ensemble des travailleurs de notre pays. Abordant le thème de la syndicalisation des femmes, la présidente de la commission scientifique est revenue sur le rôle et la place des femmes dans la sphère des organisations syndicales. L'intégration des femmes dans les organisations syndicales constitue non seulement un renfort numérique, mais elle est d'une importance vitale pour la force du mouvement syndical et leur affirmation devient un impératif pour nos organisations de base et une nécessité pour notre centrale. La syndicalisation des femmes est d'actualité. Nous allons sous peu, en 2 mois, au mois de novembre, 19, 20, 21 novembre, nous allons tenir à Dakar la conférence internationale des femmes. C'est une conférence mondiale. Le Comité national des femmes travailleuses œuvre entre autres pour une syndicalisation des femmes du secteur informel. En outre, il veut promouvoir un leadership féminin fort. Actualité hors de nos frontières, il nous faut rebâtir de nouvelles institutions, remobiliser notre nation autour de nouvelles valeurs. C'est en ces termes que le nouveau président de la République du Mali s'est adressé à ses ministres. Ibrahim Boubacar Keïta présidé ce lundi le tout premier conseil des ministres post-crise. 24 heures seulement après leur nomination, les membres du gouvernement Tatamli viennent au palais de Koulouba pour recevoir leur feuille de route des mains du président de la République. Une feuille de route que les poids lourds de l'équipe gouvernementale semblent déjà connaître par cœur. Faire en sorte que l'autorité politique exerce clairement la tutelle sur l'ensemble des forces armées de sécurité, améliorer les conditions de vie des militaires dans le cadre général de l'amélioration des conditions de vie des Maliens, et faire en sorte que nos forces soient assez opérationnelles à la fois pour les défis nationaux et régionaux. On sait qu'il y a la crise du Nord. J'espère qu'on aura une diplomatie qui va non seulement aider le pays, mais aussi à régler ce problème objectivement. Au total, 34 ministres et ministres délégués font partie du nouveau gouvernement malien. Parmi eux figurent 4 femmes, mais aussi 6 membres du gouvernement de transition, dont le général Moussa Sinko Koulibaly à l'administration territoriale ou encore Tieman Hubert Koulibaly au domaine de l'État. Le tout premier conseil des ministres du Mali post-crise s'est tenu ce lundi à Bamako sous la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta. Notre société est meurtrie. Nous comprenons à peine ce qui nous arrive. Il nous faut donc rebâtir de nouvelles institutions, remobiliser notre nation autour de nouvelles valeurs, le travail, l'excellence, le goût de l'effort. Le président Ibrahim Boubacar Keïta réaffirme aussi sa volonté de réconcilier les Maliens.
Illustration de cette volonté, la nomination d'un ministre de la Réconciliation et du Développement des régions du Nord. Un acte salué par une frange de la population. Dans ce journal, dernière étape du pèlerinage catholique après Israël, les pèlerins de la foi sont arrivés à Lourdes, lieu où la Vierge est apparue 18 fois. Pour la première activité, ils ont pris part à la messe internationale qui commémore la nativité de la Vierge Marie. La célébration a vu la participation des chrétiens du monde, nous dit François Sec. Ils sont venus de tous les continents pour célébrer la nativité de la Vierge Marie. Plus de 15 000 pèlerins dans la diversité des langues étaient présents à la basilique souterraine Saint-Pie X pour chanter l'Ave Maria. 5 évêques, 120 prêtres ont pris part à la messe internationale présidée par Monseigneur De Jong, évêque des Pays-Bas. Il a exhorté les pèlerins à ne jamais renoncer à la foi. Restons donc dans l'amour de Marie. Une chose cependant, il ne faut jamais renoncer. C'est notre culture catholique chrétienne, notre mode de vie. Nous le devons vivre avec toute notre force contre toutes sortes de sécularisation. Prions Notre-Dame qu'elle peut renforcer notre foi et nous faire de vrais apôtres de la culture de la vie. En cette année de la foi, les pèlerins ont prié afin que les grâces de joie et de paix se répandent dans le monde entier. Ce qui m'a le plus touchée, c'est la messe qui a été dite en plusieurs langues, en français, en anglais et spécialement en latin. Et c'est une première pour moi. Nous devons faire l'unité pour prier à travers le monde pour la paix, spécialement pour la Syrie. Ce qui m'a le plus marqué en fait, c'était les malades. Vraiment, ils sont venus avec leur foi. Certains même ne pouvaient pas s'asseoir. Ils sont venus coucher. Donc, mais ils sont venus vraiment demander au Seigneur la guérison. C'était impressionnant et on espère retrouver ça à Popenguine. Cette basilique m'a beaucoup impressionnée parce que ça a la forme du ventre d'un poisson qui nous rappelle Jonas dans le poisson. C'est vraiment merveilleux. L'Église universelle a prié pour un changement de comportement. Elle a invoqué l'Esprit Saint afin que nos pensées et nos actes correspondent à la foi chrétienne. Le voyage sublime, tout ce qu'il faut savoir sur le pèlerinage à la Mecque à la lumière du Saint-Coran et de la Sunna. Aspect religieux et juridique, c'est le dernier ouvrage de El Hadj Ibrahima Khalil Diallo, enseignant-chercheur à la faculté de droit de l'UCAD. Dans cet ouvrage de 248 pages avec 6 chapitres, l'auteur évoque les fondements religieux du pèlerinage, le culte et même les voyagistes ont fait l'objet d'une étude. La dédicace du livre a eu en présence de notre reporter Moussa Mané. L'ouvrage intitulé Voyage sublime est présenté comme un manuel de rappel des procédures. Ce sont des aspects religieux fondés sur le Coran et la Sunna. Au-delà de ces aspects, des questions de géographie y sont abordées. Il ne se contente pas de nous donner l'aspect purement rituel. Mais quand il nous parle par exemple de Médina, de Muzdalifa ou de Mouna, il a une approche toujours respectée, c'est de nous présenter. C'est-à-dire il appelle la présentation physique des lieux. Il présente Médine géographiquement, historiquement parfois, et par la suite venir sur l'aspect religieux, c'est-à-dire le fondement religieux. Pourquoi, par exemple, on doit se rendre à Médine, pourquoi on doit se rendre à la Mecque, pourquoi on doit se rendre à Mouna ou Muzdalifa. Et en troisième position aussi, il nous parle de la pratique du culte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de ce milieu-là. Il a fait beaucoup de recherches pour pouvoir écrire le livre. Il a respecté la méthodologie scientifique. Parce que c'est un voyage unique en son genre pour tout musulman qu'il est sublime. Et lors de ses séjours au lieu saint de l'islam, l'auteur s'est rendu compte que certains pèlerins n'étaient pas suffisamment initiés à la pratique des rites pour effectuer le 5e pilier. Ce qui fait que le pèlerin souvent est laissé à lui-même. Et il est un peu embarrassé. Il y a beaucoup de choses qu'il ne fait pas ou bien qu'il fait mal. Il y a des croyances ancrées en nous qui ne sont pas fondées dans la religion. Je me suis dit, bon, mais en tant que chercheur, en tant qu'enseignant, je me devais de partager mon expérience avec d'autres pèlerins pour éviter bien des ennuis pendant le pèlerinage.
Les rapports entre les pèlerins et les voyagistes ont été aussi évoqués dans cet ouvrage. Pour l'auteur, le côté financier prime souvent sur l'aspect assistance. Il termine ses réflexions sur le comportement d'un pèlerin après le Hajj. Par exemple, le fait d'être assidu à la prière à la mosquée, le fait de respecter le comportement musulman, le fait de ne pas calomnier, etc., etc. Donc, il a vraiment insisté à ce qu'on voit les fruits de ce Hajj-là dans le comportement de l'individu de tous les jours, surtout après le pèlerinage. L'ouvrage, qui a reçu la touche de El Hadj Rawane Mbaye et Oustaz Alioune Sall, est écrit dans un style simple et accessible. Il est d'une importance majeure pour tout musulman soucieux d'effectuer ce voyage sublime. Djoumougne, localité située dans le département de Bignona, accueille le Boukout. Cette cérémonie d'initialisation en pays Diola ne s'est pas déroulée dans ce village depuis 36 ans. Cette année, le gouvernement a tenu à accompagner les organisateurs de cette cérémonie d'initiation. Reportage en pays Diola avec Massier Tiao et Bachirba. Djounung, capitale de la culture, de la tradition Diola, Djounung, centre d'attraction de toute une ethnie, de tout un peuple. Fils et filles de la localité, ceux qui partagent les mêmes valeurs se sont réunis, ils chantent et dansent. L'homme Diola, c'est le courage, la détermination, la persévérance et la foi en soi, en la nature et en l'environnement. La communion avec tous ces éléments du cosmos, une union qui, si elle doit être complète, nécessite une initiation, le Boukout. Dans quelques heures, quelque part, il y aura une retraite. Des hommes vont se retrouver. Et qu'est-ce qu'on attend de cette retraite à terme? Qu'il nous revienne un homme renaissant, un homme redynamisé, ressourcé, éclairé, mieux outillé, mieux rassuré pour répondre aux appels de développement du pays, fondés sur des valeurs intrinsèques que sont la tolérance, le respect de l'autre, l'hospitalité, le sens de la grandeur, la citoyenneté tout court. À Djounung, un événement d'une telle nature ne s'est pas tenu depuis des décennies. Depuis 1977 jusqu'à nos jours, on a jugé nécessaire qu'il fallait obligatoirement faire entrer les enfants au bois sacré. L'État a tenu à accompagner ses citoyens. Abdoulaye Badji et Moustapha Lodiata ont apporté la contribution du gouvernement. Pendant des semaines, ces jeunes vont s'isoler du reste du monde. Dans le secret de la forêt, ils seront initiés à des secrets jamais révélés aux non-initiés. La nuit culturelle d'Incat UCAD a vécu au CICES à l'occasion de la 3e édition. Beaucoup de troupes se sont produites sur scène au grand bonheur du public venu nombreux. L'association Dental UCAD s'est distinguée dans la promotion de la culture polar dans la sous-région ouest-africaine Waligay. Le dieu Babamal Abou Djoubadé a été la principale attraction à la 3e nuit culturelle de l'association Dental UCAD. Le riche patrimoine culturel poulard a été revisité. Les troupes musicales traditionnelles, les orchestres modernes, en passant par les groupes d'arabes, ont rivalisé de leur art, au grand bonheur du public. Cette veillée culturelle est pour l'association Dental UCAD une façon de participer à l'intégration des peuples africains à travers la culture poulard.
Je pense que pour qu'il y ait un développement durable en Afrique, les jeunesses donc, de l'Afrique, n'est-ce pas, la jeunesse donc, de l'Afrique doit quand même savoir sa culture. Et comme le disait le pharaon du savoir, Cheikh Anta Diop, c'est le pharaon du savoir qui a consacré toute sa vie à la réhabilitation et au réellement monade de l'homme noir. C'est lui qui disait l'Afrique. L'administrateur du Grand Théâtre National a été très touché pour l'honneur qui lui a été fait d'être le parrain de cette manifestation. Je pense qu'aujourd'hui c'est le plus beau jour de ma vie. Parce qu'ils pouvaient attendre que ce soit mort pour essayer de penser à Keïsi Bousso. Et cette fois-ci, je suis là, ils m'ont invité, je ne suis pas le seul Sénégalais qui est un immigré ou bien un de la diaspora. Ils m'ont choisi parmi tant d'autres, donc je pense que c'est quelque chose qui me touche et que je ne peux pas oublier, franchement je ne peux pas oublier ça. Kosso Bousso a par ailleurs appelé à la valorisation et à la promotion de la culture Peul. Le roi du Yela, quant à lui, a invité la jeunesse à fédérer toutes les sensibilités pour le bien-être de la communauté dans la sous-région. Sport à présent, cyclisme. Le premier Grand Prix du Conseil régional de Dakar s'est tenu en synergie avec la Ligue de Dakar. Le Conseil régional compte redynamiser ce sport pour cette première. Des cyclistes venus de Thiès et de Mbao ont parcouru un circuit de 55 km à l'arrivée. C'est Moustapha Seck qui a remporté le prix, nous dit Sailinko Sissoko. Un trophée plus une enveloppe de 15 000 francs arrachée au bout du suspense et de l'effort. Car Moustapha a parcouru 55 km en 1 h 19 minutes et 25 secondes. Au top départ devant le conseil régional de Dakar, 10 cyclistes sur la ligne. Ils ont parcouru Ngor, les Almadies et les Mamelles. Le trajet n'est pas que du plat, il faut compter avec des pentes. Certains font des crampes à l'arrivée, Moustapha lui est aux anges. C'est bien ce mécanicien venu de Mbao qui a remporté ce Grand Prix. Pour les autorités, l'organisation de ce prix va permettre de redonner au cyclisme ses lettres de noblesse. Qui méritent d'être accompagnés, c'est des gens qui le font, qui n'attendent pas grand-chose, à part le plaisir, en tout cas, du sport. Et je pense qu'ils méritent d'être encouragés, ils méritent d'être mis dans de bonnes conditions pour permettre à d'autres jeunes, parce que nous en avons beaucoup qui certainement s'intéressent à la discipline. D'autres enveloppes ont été remises aux différents concurrents. Dans la foulée, la Ligue de Dakar annonce la tenue du championnat régional dans les plus brefs délais. Nous terminons ce journal avec ces informations qui nous viennent des Jeux de la francophonie. Les premiers médaillés sénégalais sont des lutteurs Jean-Bernard Diatta et Safitou Goudiaby ont obtenu le bronze dans la catégorie des 60 kg aux 59 kg. En football, le Sénégal a battu le Liban par 4-0. Début signé par Pape Boubacar Ndoye, Mamadou Mbodj et un doublé de Talla Ndiaye. En cette même poule, le Gabon a aussi dominé Haïti 3-0. Pour leur prochaine sortie, les Lions leaders du groupe B rencontrent Haïti et le Gabon joue contre le Liban, dernier du groupe. L'équipe qui va terminer en tête sera qualifiée pour les demi-finales. En basket, les Lioncelles ont enregistré cet après-midi leur deuxième défaite face à la Wallonie-Bruxelles. Le score final 71-83 à la mi-temps. C'est pourtant le Sénégal qui menait de 39-37. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition de 20h. Au Sénégal ou à l'étranger, merci de nous avoir suivis et bonsoir.